Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une affaire qui a secoué la Californie. C'est l'histoire de Christine Rossum, une jeune femme née le 25 octobre 1975 au Tennessee, qui a passé son enfance entre la Californie et la Virginie, suivant les déplacements de son père pour son travail. Christine, entourée de ses 2 frères et sœurs, a connu une adolescence tumultueuse. Elle a commencé à fréquenter une école de filles où elle a adopté des comportements rebelles, comme boire de la bière et fumer des cigarettes. À l'âge de 17 ans, en 1992, elle avait déjà succombé à la tentation de la méthamphétamine. En 1994, Christine a tenté de se libérer de l'emprise des substances interdites en s'inscrivant à l'université. Malheureusement, après une rechute, elle a abandonné ses études et a déménagé à San Diego. C'est en 1995 que sa vie a pris un tournant décisif lorsqu'elle a rencontré Grégory de Villers. Il semblait qu'elle avait surmonté ses problèmes de dépendance et était sur le point de fonder une famille. Christine et Grégory se sont mariés en 1999, après que Christine ait obtenu son diplôme avec honneur de l'Université d'État de San Diego. Elle a poursuivi une carrière de toxicologue, travaillant au bureau du médecin légiste de la ville. Malgré les défis initiaux, il semblait que Christine avait réussi à redresser sa vie et suivait une trajectoire positive. Cependant, tout ne se termine pas par une fin heureuse. Le 6 novembre 2000, Christine Rossum, alors âgée de 25 ans, a passé un appel de détresse au 911 à 21h22 depuis sa résidence à San Diego, en Californie. Dans son appel, elle a signalé que son mari de 26 ans, Grégory, ne respirait pas et avait prétendument mis fin à ses jours. Le répartiteur a conseillé à Christine de pratiquer la RCR, une réanimation cardio-respiratoire, mais malheureusement, malgré ses efforts et l'arrivée des ambulanciers et de la police, Grégory a été déclaré mort. Christine et Grégory étaient mariés depuis une période relativement courte de 17 mois. Selon le récit de Christine à la police ce soir-là, Grégory semblait un peu somnolent, ce qu'elle attribuait aux effets d'un médicament contre le rhume. Christine a expliqué qu'elle avait pris un bain et qu'en sortant, elle avait découvert Grégory allongé sur le lit, sans signe de respiration. La police a trouvé la scène déroutante car Grégory était situé sur le sol de la chambre au milieu de pétales de roses éparpillés. Une photo de mariage était près de son oreiller et des pages de journal froissées appartenant à Christine étaient éparpillées sur le sol. Christine a affirmé qu'elle avait déplacé Grégory sur le sol pour pratiquer la RCR. La police a fait une comparaison avec une scène du film American Beauty en raison des aspects particuliers de la situation. Initialement, lorsque les ambulanciers sont arrivés, Christine leur a dit que son mari Grégory n'avait pris aucun médicament. Cependant, plus tard, elle a changé sa déclaration et a mentionné qu'il pourrait avoir ingéré de l'oxycodone. À leur arrivée à l'hôpital, Christine a fait part à une infirmière de ses soupçons que Grégory aurait pu faire une overdose d'oxycodone. La police, dans son enquête, a exploré la possibilité que la mort de Grégory ait pu résulter d'une surdose accidentelle impliquant une combinaison de médicaments contre le rhume et d'oxycodone. Dans leur discussion avec Christine, ils ont appris que Grégory était en détresse, indiquant que leur mariage semblait être en difficulté. Cela a conduit Christine à suggérer initialement à la police qu'il avait mis fin à ses jours, une avenue d'enquête qu'ils ont également poursuivie. Selon le récit de Christine, les pétales de rose éparpillés autour du corps de Grégory étaient les restes d'un bouquet qu'il lui avait offert pour son anniversaire le 25 octobre.
Elle croyait que l'utilisation de ces pétales symbolisait la fin de leur mariage, avec une rose survivante étant la source. Dans la nuit sombre où le corps de Grégory a été découvert, un voile de doute s'est abattu sur la famille et les amis présents. Le suicide semblait une explication trop facile, trop commode. Le 8 novembre, l'enquête a pris un tournant inattendu lorsque Russ Lowe, un collègue de Christine, a contacté la police. Il a révélé une liaison extra-conjugale entre Christine et son directeur, jetant une nouvelle lumière sur l'affaire. Christine et Grégory, deux âmes qui s'étaient recroisées pour la première fois en 1995, avaient scellé leur amour par un mariage en 1999. Christine, autrefois prisonnière de la méthamphétamine, avait réussi à se libérer de ses chaînes avec le soutien indéfectible de Grégory. Elle avait brillamment obtenu son diplôme en biochimie et avait décroché un poste de toxicologue au bureau du médecin légiste du comté de San Diego en mars 2000. Pendant ce temps, Grégory avait tracé son chemin dans l'industrie biotechnologique. Cependant, l'arrivée de Michael Robertson, un citoyen australien, en tant que responsable du laboratoire médico-légal, a semé le trouble dans le bureau du médecin légiste. Il avait remplacé Russ Lowe, un vétéran du bureau. La nomination de Michael Robertson à la place de Russ a créé des tensions au sein du laboratoire. L'atmosphère est devenue encore plus lourde lorsque la rumeur d'une liaison extraconjugale entre Christine et Michael Robertson, tous deux mariés, a commencé à circuler. Des inquiétudes ont commencé à émerger quant à un possible traitement préférentiel pour Christine. En octobre 2000, Christine a replongé dans l'usage de la méthamphétamine. Les enquêtes de police ont révélé que le 2 novembre 2000, soit seulement 4 jours avant la découverte du corps de Grégory, il avait confronté Christine à propos de son usage de substances interdites et de ses soupçons d'une liaison. Grégory a insisté pour qu'elle démissionne de son travail et a menacé de révéler son usage de substances interdites et la liaison à son employeur si elle refusait. Après la mort de Grégory, une autopsie a été réalisée, incluant des tests toxicologiques. Le médecin légiste, le docteur Blackburn, a déterminé que Grégory était mort d'une intoxication aiguë au fentanyl, un opiacé synthétique puissant qui est 80 fois plus fort que la morphine. Les résultats toxicologiques ont indiqué des niveaux extrêmement élevés de fentanyl, ainsi que de plus petites quantités de clonazépam et des traces d'oxycodone dans les échantillons d'autopsie de Grégory. Lorsqu'on l'a interrogé sur la source du fentanyl, Christine a prétendu l'ignorer. Cependant, la police était consciente que, en raison de son rôle de toxicologue, Christine avait accès au fentanyl. La police a théorisé que Christine avait peut-être secrètement administré le fentanyl à Grégory, ce qui a conduit à son empoisonnement. Ils ont construit une affaire basée sur les preuves médicales et toxicologiques. Par la suite, Christine a été accusée de meurtre au premier degré à quoi elle a plaidé non coupable. Lors du procès, les parents de Christine, Ralph Rossum et Claremont McKenna, ont fait tout leur possible pour garantir sa caution de 1,25 million de dollars en hypothéquant leur maison. Cependant, cet engagement financier les a laissés dans l'incapacité de se permettre un avocat privé. Par conséquent, le tribunal a nommé un défenseur public pour représenter Christine. L'accusation a soutenu que Christine avait tué Grégory parce qu'il menaçait de révéler son usage de substances interdites et sa liaison avec Michael Robertson à son employeur. Selon l'accusation, Christine aurait empoisonné Grégory avec du fentanyl. Ils ont suggéré qu'elle a peut-être d'abord tenté de lui nuire avec du clonazépam, mais quand cela a échoué, elle a eu recours à l'utilisation du fentanyl. L'accusation a en outre affirmé que Christine avait mis en scène la chambre pour simuler un suicide, déchirant des pages de son journal et plaçant stratégiquement des pétales et une photo de mariage autour du corps de Grégory. Le tribunal a appris que Christine, titulaire d'un diplôme en biochimie, aurait utilisé ses connaissances en substances interdites et en chimie pour réaliser l'empoisonnement. L'accusation a soutenu que Christine visait à persuader ses collègues du bureau du médecin légiste où elle travaillait que la mort de Grégory était un suicide. Cependant, en raison d'un conflit d'intérêts,
L'affaire a été transférée à un autre laboratoire pour effectuer les tests toxicologiques, car il était normalement de la responsabilité du bureau du médecin légiste de déterminer la cause de la mort dans des cas inhabituels. L'accusation a décrit les activités de Christine le 6 novembre au jury. Le matin, elle a informé l'employeur de Grégory de son absence, puis elle est allée travailler. Ses collègues ont déclaré qu'1 heure après son arrivée au travail, elle a été vue en train de pleurer dans le bureau de Michael Robertson, le gestionnaire du complexe d'appartements où résidaient Christine et Grégory, a témoigné qu'elle était rentrée chez elle à 12h10, se précipitant à l'intérieur. Plus tard, à 12h41, elle a visité une épicerie locale et a acheté quelques articles. Dans les heures précédant la disparition de Grégory, elle a passé plusieurs appels à Michael Robertson. Des pétales de roses ont été découverts autour du corps de Grégory, Christine les attribuant à la seule rose survivante du bouquet qu'il lui avait offert pour son anniversaire. Cependant, la police a révélé un reçu indiquant que Christine avait acheté une seule rose le jour même où Grégory est décédé. Le docteur Brian Blackburn, le médecin légiste du comté de San Diego qui a pratiqué l'autopsie de Grégory, a témoigné que Grégory était déjà décédé depuis au moins 1 heure avant l'arrivée des ambulanciers paramédicaux. Le docteur Blackburn a informé le tribunal que Grégory présentait une bronchopneumonie précoce, une affection qui survient lorsque les processus normaux de respiration ne parviennent pas à éliminer les sécrétions accumulées dans les poumons en raison d'une inconscience ou d'une respiration superficielle. De plus, le docteur Blackburn a révélé que la vessie de Grégory contenait une quantité significative d'urine. Cette condition aurait été inconfortable pour Grégory s'il avait été conscient. En conséquence, le docteur Blackburn a conclu que Grégory avait eu une respiration insuffisante pendant environ 6 à 12 heures avant sa mort. Dr Blackburn a précisé que la quantité de clonazepam découverte dans le sang de Grégory n'était pas au niveau d'une surdose et était considérée comme non fatale selon les normes médicales. Le tribunal a été informé que la présence de fentanyl, surtout à des niveaux aussi élevés, était inhabituelle et que le bureau du médecin légiste ne l'incluait généralement pas dans les tests de routine. Cependant, en raison d'un conflit d'intérêts, les échantillons ont été envoyés à Pacific Toxicology et ils ont effectué des tests spécifiques pour le fentanyl. Lors du procès, le docteur Theodore Stanley, soutenant l'accusation, a expliqué que le fentanyl est un analgésique puissant et à action rapide. Il a souligné un effet secondaire grave associé à celui-ci, la possibilité d'induire une insuffisance respiratoire, provoquant l'arrêt de la respiration. Le docteur Stanley a témoigné que la vitesse à laquelle le fentanyl fait effet dépend de la manière dont il est administré. L'effet maximal se produit environ 16 heures après l'administration d'un patch transdermique, 20 à 30 minutes après la consommation orale, 15 à 20 minutes après une injection intramusculaire et 5 minutes après une injection intraveineuse. Le docteur Stanley a informé le tribunal que le fentanyl n'est généralement pas administré par voie orale parce que le foie détruit environ 65% de celui-ci, permettant seulement 35% d'entrée dans la circulation sanguine. Cependant, lorsqu'on lui a demandé comment le fentanyl était entré dans le corps de Grégory, ni le docteur Blackburn ni le docteur Stanley n'ont pu donner une opinion définitive. Le docteur Stanley a suggéré que les niveaux de concentration variables dans le système de Grégory, combinés à des preuves montrant qu'il était inconscient et respirait superficiellement pendant une période prolongée avant sa mort, indiquaient que le fentanyl pourrait lui avoir été administré à plusieurs reprises. L'accusation, bien qu'incapable d'expliquer de manière définitive comment Christine a empoisonné Grégory, a présenté des indications selon lesquelles elle aurait pu appliquer des patchs de fentanyl sur son bras pendant qu'il dormait. Le tribunal a été informé qu'après la mort de Grégory et la découverte de l'utilisation du fentanyl, le bureau du médecin légiste a effectué un audit de ses médicaments saisis et de ses normes de drogue. Cet audit a révélé la disparition de 15 patchs de fentanyl et de 10 mg de fentanyl standard. De plus, l'audit a révélé que Christine avait enregistré la norme du fentanyl et avait été impliquée dans chacun des 3 cas où les patchs de fentanyl manquants avaient été mis sous séquestre. Le bureau du médecin légiste a également découvert que des quantités de méthamphétamine, de clonazepam et d'oxycontine, une forme d'oxycodone à libération prolongée, n'étaient pas comptabilisées.
La défense a plaidé que Christine était innocente. Ils ont admis que le fentanyl avait causé la mort de Gregory, mais ils ont soutenu que c'était lui qui s'était suicidé parce qu'il était désespéré à cause de ses problèmes conjugaux. Pendant le procès, Christine a témoigné que lorsqu'elle s'est réveillée le matin du 6 novembre, Gregory semblait désorienté. À 7h42, elle a laissé un message à son employeur pour l'informer de sa maladie et de son absence au travail. Christine a déclaré qu'elle était allée travailler mais qu'elle était rentrée chez elle pour vérifier l'état de Gregory. Ils ont déjeuné ensemble après-midi. Selon le témoignage de Christine, elle a demandé à Gregory comment il se sentait et il a admis avoir pris de l'oxycodone et du clonazepam. Après le déjeuner, il est retourné se coucher et elle est retournée travailler. En quittant le travail à 14h30, elle a rencontré Michael puis est retournée à l'appartement vers 17h. Elle est repartie à 18h30 pour faire des courses. Christine a affirmé être rentrée à 20h et avoir pris un bain. Elle a témoigné qu'elle est entrée dans le bain en croyant que Gregory dormait, réalisant seulement qu'il ne respirait pas en sortant. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé le 911. Lors du contre-interrogatoire, le récit de Christine a été mis en doute par le procureur, qui l'a qualifié d'étrange. Elle a admis avoir menti précédemment, notamment sur son usage de substances interdites. Le procureur a souligné que le fentanyl, difficile à détecter, était un poison idéal, un fait dont Christine, familière avec de telles substances en raison de son travail, était bien consciente. Malgré le témoignage du docteur Blackburn affirmant que les niveaux de clonazepam dans le sang de Gregory n'étaient pas mortels, la défense a soutenu que la combinaison d'oxycodone et de clonazepam pourrait avoir un effet synergique, les rendant plus puissants. Cependant, cette explication n'a pas résolu le mystère de la consommation de fentanyl et de la présence de niveaux si élevés. Après 8 heures de délibération, le jury a reconnu Christine coupable de meurtre au premier degré et de meurtre par circonstances spéciales en raison de l'utilisation de poison. Elle a par la suite été condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Christine a fait appel de sa condamnation et, lors des procédures d'appel, il a été révélé que des erreurs avaient été commises par sa propre équipe de défense. Ses avocats ont admis que, bien qu'ils aient reconnu le fentanyl comme cause de la mort, ils ont négligé de demander des tests pour les métabolites du fentanyl dans les échantillons d'autopsie. Le panel de 3 juges de la 9e Cour d'appel des États-Unis a déterminé que les avocats de la défense de Christine avaient commis une erreur en ne contestant pas l'affirmation de l'accusation selon laquelle son mari était mort d'une overdose de fentanyl. Ils ont affirmé que son équipe juridique aurait dû effectuer des tests sur les échantillons d'autopsie pour les métabolites du fentanyl, au lieu de céder à la narration de l'accusation. Cependant, ils n'ont pas annulé la condamnation, mais ont plutôt renvoyé l'affaire devant un tribunal fédéral pour une audience visant à évaluer si cette erreur de défense aurait pu changer l'issue du procès. Néanmoins, suite à une décision ultérieure de la Cour suprême des États-Unis qui a souligné la déférence des tribunaux fédéraux envers les décisions des tribunaux d'État dans de telles affaires, le panel de la Cour d'appel a choisi de ne pas ordonner l'audience dans l'affaire de Christine. En conséquence, son appel a été rejeté et elle reste en prison. Michael Robertson, désigné comme co-conspirateur lors du procès, est retourné en Australie et a créé une entreprise de services de conseil en médecine légale. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. Qu'en pensez-vous de cette histoire? J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.